5. Voilà. Bonjour à tous et merci de suivre cette vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, c'est une interview avec Patrick. Donc avec Patrick c'est comme avec Grégory, on est amis et je trouvais intéressant de vous faire partager un petit peu l'expérience de Patrick, son parcours et puis un petit peu pourquoi pas ses conseils par rapport au métier de développeur informatique. Comme d'habitude, vous avez toujours les petits pouces pour soutenir la chaîne. Voilà, ça me fait plaisir d'avoir vos nouvelles par les petits pouces. Ça permet de la faire remonter dans les résultats de recherche. Vous avez également mon guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes. Et puis le blog Coder pour changer de vie. Je vous mets tous les liens en bas dans la description. N'hésitez pas. Et puis il y a également la newsletter. Et puis plusieurs articles, des pauses café et pas mal de choses autour du métier de développeur. Si vous souhaitez savoir comment devenir développeur, si vous êtes déjà développeur, vous souhaitez aller un petit peu plus loin, il y a pas mal de choses et puis ce sera un plaisir que je vous retrouverai là-dessus. Voilà, donc Patrick, on est dans un endroit magnifique. Je ne sais pas si vous voyez derrière, c'est une chaîne de montagne, voilà, la chaîne de Beldon, qui fait partie des 3 massifs principaux en Isère, avec le Vercors et puis avec la Chartreuse. Voilà, donc certains connaissent peut-être déjà la Chartreuse pour l'avoir goûté. Voilà, donc ça c'est aussi un des points qui est intéressant dans le métier de développeur, c'est que quand on peut travailler avec juste son PC et une équipe avec les outils qui vont bien, on peut travailler à distance. Et il n'est pas rare, je crois Patrick, de pouvoir tu puisses... Moi je travaille comme ça 2 jours par semaine où je travaille à la maison et je ne me déplace pas jusqu'à la ville. Et donc ça me donne un confort de vie assez remarquable en effet. Alors voilà, donc vous avez remarqué que quand on dit je me déplace pas à la ville, c'est déjà qu'on habite très loin dans la campagne et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la ville. Effectivement, il y a 40 km d'ici à Grenoble. Alors un petit point aussi, avant que Patrick se présente, c'est non, donc peut-être nous le dire directement dans les particularités, on va voir si vous avez reconnu. On va voir. Patrick, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours, savoir d'où tu viens, pas forcément que le développement, et puis nous dire un petit peu comment tu es arrivé dans cette belle région, et puis les différents parcours que tu as eu, comment on s'est croisés, tout ça, comment on s'est rencontrés, juste en quelques mots, ça peut être vraiment intéressant, je pense. Ouais, donc Nico sourit parce que effectivement j'ai peut-être un petit accent sur la vidéo. J'ai un parcours assez classique puisque je viens de Belgique. Très faible l'accent, très très faible. Voilà. Et un petit bonjour à nos amis belges que j'adore vraiment. Voilà, pour y être allé, c'est vraiment super. Donc oui, j'étais en Belgique jusqu'à mes 26 ans. Donc j'ai fait mes études là-bas. J'ai fait la fête là-bas. Au niveau des études, j'ai fait l'équivalent d'un bac+3. Enfin, en France, ça serait une licence pro en informatique. Donc c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'ai commencé à travailler en Belgique dans une PME, comme développeur Java junior. C'était une bonne expérience avec des gens bien plus intelligents que moi, donc ça m'a bien fait progresser. Et le problème de la PME, c'est que ça peut à des moments avoir des petits couacs sur les contrats avec des clients. Il y a un contrat qui ne s'est pas fait et licenciement économique de 10 personnes sur 50. Comme j'étais parmi les derniers arrivés, donc j'ai fait partie de ces 10 personnes à quitter. En Belgique, là. En Belgique toujours, oui, à Louvain-la-Neuve. Louvain, ouais. Non, à Louvain, Louvain-la-Neuve. Attention. Louvain-la-Neuve. Alors, cours sur la Belgique. La Belgique. La Belgique, il y a Leuven, qui est donc la partie flamande. Donc, c'est Louvain quand on le traduit en français. Et puis, il y a la partie Louvain-la-Neuve, qui est pour les francophones, qui a été créée parce que les Flamands ne voulaient plus avoir d'étudiants francophones à Leuven. Et donc, on a créé une nouvelle Louvain, qui est donc une ville universitaire. D'accord, je croyais que c'était parce qu'il n'y avait pas assez de place et que c'était que pour les étudiants pour faire un truc un peu... Non, c'est par rapport aux Français. Ah oui, c'est par rapport aux Français, ouais. D'accord. En début des années 70. D'accord. Et donc là, ça me fait un petit parallèle, c'est-à-dire que le marché du travail en Belgique, il est plus permissif quand ça ne va pas, on peut mettre les gens dehors plus rapidement qu'en France peut-être. Il y a une limite, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur limite maximum s'ils licenciaient une personne en plus, ils n'étaient plus dans la norme du licenciement économique, ils se retrouvaient dans un autre contexte et donc ils sont arrêtés là.
Et donc, après, donc, tu arrives en Isère. C'est les montagnes qui t'ont plu? Donc déjà, j'avais dit que je quitterais la Belgique. J'avais fait le tour, c'est assez petit comme pays. Et puis depuis que j'étais gamin, je disais qu'il faisait trop gris là-bas et il pleuvait souvent et j'avais envie de voir autre chose. Donc ma famille s'était déjà fait à l'idée que je bougerais. Et donc au moment où ce licenciement arrive, je me dis, ben, c'est le bon moment, j'ai pas d'attache, je suis pas propriétaire, je suis pas en couple. Voilà, c'est le bon moment pour bouger. Et donc j'ai pris la carte, je me suis dit un pays francophone parce que je ne me sentais pas d'affronter une nouvelle langue à ce moment-là. Et puis qu'est-ce qui a l'air de bien? Ben, pas trop loin de la famille, donc allez, on va prendre la France. Ah, ben là il y a des montagnes, la mer, c'est la Méditerranée, c'est pas la mer du Nord. Donc il y a tout de suite un choix de température qui est plutôt agréable. Et donc j'ai envoyé un seul CV à Grenoble et voilà, ce CV a fonctionné. 15 jours plus tard, j'étais ici, je cherchais après un appartement Et c'est dans cette société qu'on s'est rencontrés. et c'est dans cette société qu'on s'est rencontrés assez rapidement autour de la machine à café. Oui, alors la machine à café, alors ça fait partie, c'est un peu une collègue de travail, hein. En- Ça doit être une des choses qui m'a le plus étonné en arrivant en France, c'est le temps passé autour de cette machine. En Belgique, on prend son café, on retourne devant son ordinateur et on continue à travailler. En France, on prend son café et puis on se rappelle de notre ordinateur une heure plus tard. Ah, et tu sais pourquoi ça? C'est parce que les Français font tellement la gueule qu'ils profitent de la machine à café pour avoir des vraies discussions. Parce que sinon, ils sont dans les manifs, donc ils n'ont pas le temps de... Ça doit être. Bon, bref. Et du coup, du fin fond de la Belgique, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce métier de développeur, ce beau métier? J'ai eu la chance, quand j'étais tout gamin, genre vers mes 7 ans, d'être inscrit à un stage multi-activités durant les vacances scolaires. Et dans ce stage, il y avait toutes sortes d'activités, dont de l'informatique. L'informatique, c'était de l'informatique qu'on appelait le logo. Le logo, ça permettait de donner des instructions à une petite tortue sur l'écran qui dessinait des pixels. Donc on lui disait d'avancer de 10, elle dessinait 10 pixels. On lui disait de tourner de 90 degrés, elle tournait de 90 degrés. Et ça permettait de dessiner des formes. Et ce concept m'a parlé très vite. Et donc très vite, j'ai demandé à mes parents qu'ils m'inscrivent. Et donc pendant une année, j'ai fait un stage de logo. Et il y avait aussi de cartes perforées. Ils avaient une grosse tortue en mode robot. On y mettait une carte avec des trous. Et la tortue, en fonction des emplacements des trous, avançait dans un sens ou dans un autre. Tu veux dire des cartes perforées comme au début de l'informatique, Voilà. quoi. Comme au début de l'informatique, justement, c'était du vieux matériel récupéré pour initier les enfants à l'informatique. Ah, mais t'es un vrai ancien, toi, alors. T'es vraiment j'apprends des choses pendant l'interview, hein, Ah oui, d'accord, ok. Et donc, depuis mes 7 ans, j'ai dit à mes parents, je veux travailler sur un ordinateur, c'est ça que je veux faire. Au fur et à mesure de mon enfance, adolescence, j'ai récupéré les vieux ordinateurs de la famille, et ainsi de suite, pour justement faire mes armes. Et puis, au fur et à mesure, ben, j'en suis arrivé à favoriser mes options, favoriser l'anglais et les mathématiques en me disant que de toute façon, pour l'informatique, c'est ça qu'il faut, et minimiser les sciences, minimiser le néerlandais, qui était une langue qui ne me plaisait pas du tout, pour avoir toutes les armes pour pouvoir attaquer des études d'informatique. D'accord, donc tu as pris le bagage nécessaire, le strict minimum pour aller droit à l'objectif informatique, quoi. Tout à fait. Et du coup, en Belgique, il y a un équivalent, alors je suis pas pro, hein, il y a un équivalent bac et un équivalent bac plus 3, c'est ça? Donc toi, tu as suivi ton cursus standard, mais est-ce que l'informatique était enseignée déjà un peu comme le lycée chez nous? Non. À ce moment-là, enfin, je suppose qu'actuellement, ça doit être le cas en Belgique, mais à mon époque, il n'y avait pas de cours d'informatique. Le seul ordinateur, c'était celui qui avait à la bibliothèque pour louer des bouquins et avec un petit logiciel. C'était le seul ordinateur de l'école. La comptable devait en avoir un. Bon, il y a 2 ordinateurs à l'école. Et donc voilà, mais par contre, à la maison, il y avait l'ordinateur. Je passais beaucoup de temps dessus, trop au goût de mes parents. Tu faisais quoi? Tu jouais Je jouais et je faisais des prémices de programmation. C'était vraiment des choses assez sommaires, comme changer la couleur de l'écran. Il fallait taper certains petits codes en basique. J'avais un gros manuel qui me disait si on tape comme ça, la bordure change de couleur, et j'étais tout content de pouvoir faire ce genre de choses. Et parce que je suis un peu curieux, mais moi, ce truc de tortue avec la carte perforée, c'est à quel âge ça que tu as découvert le logo, etc.? Entre 7 et 8 ans.
Parce qu'il y a un parallèle, je ne sais pas si tu as vu sur les Raspberry, ils ont fait un langage un peu comme ça. C'est du Scratch, je crois, hein, où on peut mettre des formes pour faire des conditions et les enfants peuvent faire un peu comme tu faisais avec la tortue pour faire des pivots, etc. C'est ça. Donc 6-7 ans, ça peut créer une vocation, quoi. Ah oui, moi c'est sûr que ça vient de là. D'accord. Donc, ouais, si vous avez envie d'être développeur, que vous avez 7 ans, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Ça peut vous aider. Parce qu'on ne finit pas que à élever des tortues, on boit aussi de la bière. Et de la bonne bière. La bière belge, bien sûr. La bière belge. Alors, donc, tu arrives en France et puis, donc tu fais, si je ne dis pas de bêtises, plusieurs sociétés d'informatique, des grosses. Parce qu'en fait, je sais, hein, je ne fais pas si. Mais, j'ai fait des sociétés comme Patrick. On a fait 2 sociétés ensemble. Et pas sur les mêmes projets. C'est rigolo. Ouais. Parce qu'on s'est suivis à, je crois, un mois ou deux. Un mois d'intervalle. On démissionnait, on allait dans une autre société qui était encore plus grosse que celle d'avant et c'était la même. Du coup, c'était rigolo, quoi. C'était rigolo puisqu'on ne s'était pas concerté d'ailleurs sur ce sujet. Pas du tout. On a choisi ça nous-mêmes sans savoir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Est-ce que tu peux nous dire, avec maintenant où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait en informatique, en développement, qui t'a le plus plu ou qui t'a rendu le plus fier? Est-ce que tu as un souvenir, quelque chose qui t'a marqué? Quelque chose d'anodin ou même pas forcément sur un projet? Oui, je travaillais dans une grande société de microélectronique et il y avait un client qui avait vraiment posé toute sa confiance en moi sur toute une partie de validation des données. En fait, c'était les spécifications que lui donnait à ceux qui implémentaient ça sur les puces électroniques, donc la création des puces électroniques. Donc pour vulgariser, les spécifications, il a décrit tout ce qu'il fallait faire pour que d'autres puissent le faire techniquement. C'est ça. Et donc, c'est un gros manuel très précis qui expliquait à quel moment il fallait faire tel virage en silicium pour que ça fonctionne, en cuivre pour que ça fonctionne, quels étaient les écartements entre les différents composants de la puce électronique. Et évidemment, c'était ultra sensible parce que s'il y avait la moindre erreur là-dedans, c'était plusieurs centaines de plaques de silicium à 10 000 € la plaque qui pouvaient être abîmées. Et cette validation, elle était réalisée avec un langage assez basique qui est le VBA, c'est-à-dire c'est du basique de Excel, pour les fichiers Excel, le logiciel Excel. Et ça permettait de valider toutes les cellules de ce fichier Excel qui plus tard servaient d'entrée à la génération de ce recueil des besoins donc pour créer ces puces électroniques. Et je m'en suis retrouvé à utiliser des outils assez archaïques, assez basiques, qui n'ont pas toute la puissance des langages de programmation évolués qu'on utilise actuellement, et réussir à faire une mécanique qui fonctionnait super bien, qui permettait de relever une liste incommensurable d'erreurs pour dire attention, à tel endroit, il n'y a pas la même référence dans ce fichier-là que dans ce fichier-là, donc il doit y avoir une erreur. Là, le chiffre entré est trop grand par rapport aux valeurs habituelles, donc il doit certainement y avoir une erreur, et avoir un fichier retour qui permettait au client de corriger facilement tout ce qui pouvait générer plus tard des erreurs sur les puces électroniques. Et gagner des milliers d'euros qui seraient partis en perte par une petite erreur, quoi. Donc, voilà, et le fait que le client me fasse entièrement confiance, que le client, malgré le fait qu'il n'était pas du tout développeur informatique, connaisse ce langage en mode débutant, mais qu'il soit capable d'ouvrir mon code et d'essayer de comprendre avec moi pourquoi j'avais fait ces choix-là, etc. Et que je me sente capable de les justifier et de prouver que ce que j'avais fait était de la bonne qualité, lui exposer les endroits où j'avais eu des difficultés, comment j'avais fait pour les résoudre, etc. Ça a permis à lui de monter en compétence et donc de ce fait-là d'être plus à même de me dire ce dont il avait besoin, parce qu'il savait les possibilités derrière du langage. Et puis à moi de prendre de la confiance en moi en me disant, ben voilà, je suis vraiment capable, tout seul, sans avoir spécialement un leader technique au-dessus de moi, sans avoir spécialement un chef de projet qui vérifie à la lettre ce que je fais, de pouvoir être autonome sur un sujet.
Et donc c'était vraiment, au-delà du développement, le fait d'avoir un vrai travail d'équipe entre des compétences différentes et que ce soit une alchimie, quoi. Ouais, qui fonctionne super bien, effectivement. Ça doit être le client avec lequel j'ai eu le plus d'interactions positives, le plus. C'est c'est beau ça. Et du coup, alors, à l'inverse, alors, quelle a été l'expérience la plus pénible, la plus difficile, ou l'épreuve sur laquelle tu as dû faire des efforts auxquels tu t'attendais pas? Ça, c'était une erreur de débutant. Quand j'étais vraiment tout débutant, ça devait faire 3 mois que j'avais commencé après l'école à travailler dans l'entreprise à Louvain-la-Neuve. Je ne m'étais pas encore fait à l'idée que c'était un vrai métier, que c'était plus un passe-temps d'être sur l'ordinateur. Ah oui, d'accord. Et donc, je passais du temps, une partie de mon temps, sur des sites annexes qui n'avaient rien à voir avec le boulot, en me disant, c'est pas grave, je fais mon boulot. Et j'ai eu un entretien de recadrage où on m'a expliqué que c'était visible, que les autres employés voyaient que je ne faisais pas l'entièreté de mon boulot. Et ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, je développais, et dès que j'atteignais 80% de satisfaction de mon code, je m'arrêtais. Je ne visais pas à faire de l'excellence, à faire du 100%. Et donc, le fait que je fasse des activités annexes et qu'en même temps, j'arrive pas au bout de mon développement, que je fasse quelque chose qui fonctionne, mais que sans avoir envisagé toutes les possibilités et donc les cas d'erreur possibles. Et je me suis senti réellement honteux et je me suis dit, ok, là il va vraiment falloir que je me ressaisisse. On n'est plus à la maison en train de faire joujou, on est vraiment dans le milieu professionnel. Maintenant, il va falloir être sérieux, il va falloir viser le 100%. Et d'un autre côté, les activités annexes, il y en aura encore, mais il ne faut pas que ça soit la majeure partie de mon temps, il ne faut pas que ça soit visible par les collègues. Il faut que d'abord les gens soient contents de moi avant de pouvoir me permettre de moi prendre mes aises. Et c'est une rigueur que tu as vue nécessaire dans le travail. Et c'est aussi un travail où finalement tu étais tellement passionné par ce que tu faisais que tu n'avais pas l'impression de travailler. Voilà. Et puis ça marchait pour toi, donc tu n'avais peut-être pas prévu les cas un peu extrêmes qui font que ça ne marchera pas quand tu mets en production. Ouais. Tu avais fait tes tests, c'était bon, mais c'est toi qui l'utilises, c'est pas un autre utilisateur qui ne travaille pas comme toi. Et exactement. Et c'est une des choses les plus intéressantes dans notre métier, c'est de pouvoir se dire, nous on fait le processus classique, on va cliquer sur tel bouton, tel bouton, tel bouton et on aura tel résultat, mais de se dire que la plupart des utilisateurs, avant de cliquer sur le premier bouton, ben, il va essayer de tous les autres endroits de l'écran et que ça va pouvoir générer des erreurs que nous on n'avait pas envisagées parce qu'on s'est dit, oh, c'est facile, il va cliquer sur le bouton suivant. Mais non, l'utilisateur, il va peut-être d'abord cliquer sur une croix, il va peut-être d'abord voir ce qui se passe s'il sélectionne ce morceau de texte. Et tous ces cas-là, il faut les envisager et se dire, ok, sortir de son petit confort voilà, il va faire ce que moi j'ai envie qu'il fasse, mais voilà, l'utilisateur est libre, il a tout l'écran pour lui, sa souris, son clavier, qu'est-ce qu'il est capable de faire et qu'est-ce qu'il va essayer de faire. Alors, ok, et, ça amène une autre question, c'est finalement aujourd'hui, c'est quoi une journée type pour toi, pour quelqu'un qui est pas forcément dans le métier ou pas forcément dans des grandes structures, parce qu'on ne travaille pas forcément tout à fait de la même façon. Est-ce que tu fais du code toute la journée? Ou est-ce que ton métier t'amène à faire d'autres choses que faire du code dans ta semaine de travail, dans ta journée? Pour ma part, c'est vraiment le code qui me passionne. Donc j'essaye d'orienter vraiment ma journée sur le code. C'est-à-dire que je prends ma journée type, j'arrive... Les journées où je ne suis pas à la maison, les journées où je suis dans mon entreprise, j'arrive vers 8h15 au boulot, un petit temps de dépilage de mails, puis je commence directement à coder les choses qui me sont venues sur mes trajets en me disant ah ben oui hier j'étais bloqué à quelque chose comme ça, ben voilà. Quand la plupart des collègues arrivent, donc souvent vers 9h, on va prendre le café, très important, la pause café, la machine à café, les grandes discussions. Ensuite, je code environ jusqu'à midi et même chose dans l'après-midi. J'essaye de réduire au maximum les réunions. En France, il y a le facteur de la réunionite. On fait des réunions pour planifier des réunions qui organiseront d'autres réunions. Et moi, en tant que Belge, ce qui me passionne, c'est le code et les réunions. Je trouve ça... j'ai vraiment du mal
à y assister, à m'y sentir bien, à prendre la parole durant ces réunions. Donc j'ai trouvé un juste milieu avec mon équipe qui, elle, a envie de faire plus de réunions. Donc ils ne me forcent plus à venir à toutes les réunions. Par contre, celles où je suis présent, ben, il faut bien que je sois actif. Donc on a réunion, ordinairement, le lundi après-midi, on fait une réunion technique où chacun se présente les nouveaux sujets, les nouvelles choses qu'il a détectées dans le code ou bien les nouvelles fonctionnalités de l'application pour qu'on connaisse tous l'application sur le bout des doigts. D'accord, c'est pour capitaliser au cas où il y a Voilà. quelqu'un s'en aille du projet aussi. Exactement. Donc il y a la partie capitalisation, il y a une partie toutes les 3 semaines de rétrospective, c'est-à-dire qu'on va revoir tout ce qu'on a fait durant les 3 semaines qui viennent de s'écouler, voir s'il y a eu des gros problèmes, s'il y a eu des choses à dire. Ça sert à percer les abcès pour pas qu'il y ait de mésentente dans l'équipe. Ça sert à permettre aussi de trouver des axes d'amélioration en disant voilà, ben on se rend compte qu'on fait un point quotidien tous les jours à 11 heures, mais que ça ne marche pas parce qu'on a souvent trop de gens en réunion. Ben on va faire le point quotidien à 15 heures. Est-ce que ça convient mieux à tout le monde? Et on essaye pendant 3 semaines. Si ça continue, si ça fonctionne, on continue comme ça. Et sinon, ben oui, donc il y a ce point quotidien qui dure 5 à 10 minutes et durant lequel on s'expose, qu'est-ce qu'on a fait la veille, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui et quels sont les problèmes rencontrés pour trouver qui a la solution à ce problème ou comment. C'est c'est un fonctionnement d'amélioration continue qui fait que c'est du préventif sur des problèmes qui arriveraient en catastrophe quelques mois après. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît le plus? Et alors, c'est un petit peu répondu en fait. Ce qui te plaît le plus, c'est le code, et ce qui te plaît le moins, c'est la réunion. La machine à café, elle est un petit peu au milieu, et c'est un petit peu le compromis français entre réunion et code. Voilà. Oui, enfin, la machine à café permet d'avoir des conversations aussi plus informelles. On va aussi discuter séries, cinéma, etc. C'est important, oui. Et puis, il y a toute la partie où, au fait, le client m'a dit que, au fait, le commercial est passé et pense que. Et donc, il y a une partie de la communication qui se passe à la machine à café. Parce que c'est important de se libérer le cerveau pour être efficace dans le code. Effectivement. De toute façon, il y a des études là-dessus, c'est prouvé. Le cerveau ne peut pas être productif pendant une journée complète de boulot. Normalement, c'est à peu près 20% du temps où il est vraiment à 100%. Le reste du temps, il est beaucoup moins productif. Donc, ça ne sert à rien de se dire il faut que je reste devant mon ordinateur pendant toute la journée. Ça ne va rien amener de bon. On va s'user à force et donc on n'arrivera pas à être aussi productif. Donc, il faut se permettre des pauses. Et est-ce qu'il t'arrive d'avoir, c'est une question un petit peu personnelle, mais est-ce qu'il t'arrive d'avoir un problème pendant une journée et de ne pas arriver à le résoudre, et de le résoudre en 10 minutes le lendemain matin quand tu reviens? Ah, mais bien sûr. Une fois qu'on sort la tête du guidon, ça nous permet de pouvoir prendre du recul et se dire ah mais oui, mais en fait, là j'étais trop plongé dans mon code à essayer de trouver cette solution. Mais si on prend du recul, on se rend compte que la solution elle vient d'ailleurs et ça peut fonctionner. Donc qualité plus que quantité en fait. Voilà. Ouais. Et ça, c'est une valeur qui compte beaucoup pour moi. Ma vie perso, entre le télétravail, entre le fait que j'essaye de faire des horaires light, je fais très très peu d'heures supplémentaires parce que je pense que pendant mes heures supplémentaires, ça reste du présentéisme, c'est montrer au client ou à ma hiérarchie que je suis là, mais ce n'est pas des heures productives, donc autant rentrer chez moi, peu importe le regard qu'ils ont sur moi, après le travail que je rends est de qualité et c'est là-dessus qu'ils vont me juger. Et j'imagine que tu le fais en se disant que si tous les compteurs sont au vert, tu es OK avec ça. Tandis que si tu vois qu'il y a un compteur qui est au rouge, tu essaies de regarder et puis prendre la mesure du problème et puis traiter le problème et revenir au mode nominal, quoi. Voilà. Ouais. Si jamais il y a effectivement du retard sur quelque chose que je suis en train de développer, je vais d'abord essayer d'utiliser mes journées de télétravail parce que c'est des moments où, comme je ne suis pas perturbé, je vais pouvoir travailler plus, pouvoir prendre une pause midi assez courte, pouvoir faire des horaires plus étendus parce que comme je suis à la maison, je n'ai pas le temps de transport, donc je peux travailler jusqu'à 18h alors que les journées où je suis au travail, il faut que je parte plus tôt pour avoir un train pour pouvoir rentrer chez moi. Tu commences plus tôt aussi? Je commence plus tôt. À la maison, ça va dépendre aussi parce que si je suis à la maison, j'ai les activités de la famille qui font que je vais peut-être commencer un peu plus tard. C'est marrant parce que c'est un parallèle qui était avec Grégory, c'est que tu commences tôt et ça te permet vraiment d'être focus sur les problèmes de la veille et d'être bien dans ta journée. Et dès que tu as ça, tu as la petite pause café avec les autres, donc tu es raccord sur le niveau d'information.
et après, je pense que tu es un bulldozer dans le truc. C'est sûr que ça avance. Ouais. Je pense que ces heures le matin, c'est, comme tu dis, bien plus bénéfique que les heures où tu passerais, par exemple, de 18 à 19 ou 18 à 20, mettons. C'est ces 2 heures, je pense que... Elle ne servirait à rien. C'est ça, ouais. Il y a le cerveau qui est fatigué de la journée et ça sert à faire, comme je dis, du présentéisme. C'est montrer au patron, montrer au client, c'est bien, je suis là. Mais c'est pas là que je vais résoudre un problème, c'est pas là que... Si je dois faire ce type d'heures, c'est des heures où je vais faire plus de la documentation, je vais faire plus, relire mon code pour vérifier que j'ai pas fait de fautes d'orthographe dans les commentaires que j'ai pu placer dans mon code. Plutôt que faire des erreurs qui se simplifieraient en fin de journée. Ouais. Et tu parlais de l'équilibre un petit peu vie privée, vie perso. J'ai cru entendre dans le fond de la vallée qu'il y avait un projet qui se préparait. Et est-ce que finalement ton travail, le type d'entreprise dans lequel tu es, te permet d'envisager des projets un peu différents des autres? Elle est bonne la question. Elle est très bonne la question. Voir pourquoi. Effectivement, d'ici maintenant 2 mois, je pars pendant 4 mois et demi en Amérique du Sud avec ma famille. On se fait un projet Argentine, Chili, Bolivie, Pérou, en sac à dos, en bus. Donc un beau gros projet. Et je suis capable de l'assumer avec mon boulot. Mon boulot est OK de me donner une grosse partie de vacances, plus du sans solde pour compléter, pour tenir ces 4 mois et demi. Et donc, effectivement, c'est un projet que je peux mener à bien grâce à ce boulot. Je me rends compte que et la société dans laquelle je travaille et le fait de ce type de boulot qui permet d'être plus flexible me permet de pouvoir envisager un projet comme ça. Ça fait 2 ans qu'avec ma femme, on prépare ça. Et, tu as prévenu ta société il y a combien de temps? 1 an et demi. J'avais pris le devant, je voulais être sûr. Ouais. Pour ne pas me faire des rêves et puis que tout soit annulé parce que la société tout d'un coup refuse. Là, ici, j'avais un accord des ressources humaines il y a 1 an et demi. Donc ça permet, quand tu avances sur des projets, d'organiser les projets et de mettre quelqu'un d'autre te remplaçant. Voilà. L'équipe prend le relais et puis après tu peux récupérer le projet. Ouais, donc petite coupure vidéo. Donc on disait que la société t'a permis, le mode projet en tout cas, et plus la société, de pouvoir te faire remplacer dans le projet sans que ça impacte le projet finalement. Voilà, ni le client. Et le fait que je les ai prévenus longtemps à l'avance, ça ne les a pas mis en porte-à-faux. Ils ont pu vraiment planifier ma sortie du projet, l'entrée d'un remplaçant. Et moi, ça me permet de changer de projet, parce que ça fait 5 ans et demi que je suis sur le même projet. Comme je suis dans une société de service, c'est disons de bon ton de changer de projet assez régulièrement pour justement avoir d'autres expériences, que ce soit au niveau du client et donc du fonctionnel, au niveau des technologies, pour justement rester à la pointe et ne pas stagner et se retrouver plus âgé en n'ayant qu'une seule corde à son arc. Là, ça me permettra d'avoir plusieurs cartes à mon arc. Tu parles de cordes en termes de technologie? En termes de technologie, oui, notamment. Et puis au niveau fonctionnel, d'avoir travaillé, pour ma part, j'ai travaillé pour secteur électrique, secteur microélectronique. Ça me permet de comprendre les besoins du client parce que j'ai déjà une première vision d'un client qui travaille dans le même domaine. Ok, après, c'est vrai que dans les gros clients aussi, tu peux transiter sur des technos différentes pour le même client. Enfin, tout à fait. On n'a pas encore de visibilité sur ce que je ferai après mon retour de voyage, donc ça sera peut-être pour le même client, effectivement. Oui, puis les voyages, ça permet aussi de prendre l'air, de voir les choses autrement, etc. En tout cas, je ne sais pas pour ta part, mais c'est vrai qu'en développement, les portes sont tellement immenses qu'on peut faire tellement de choses que... C'est sûr. Des petites choses qui vont avec. Le fait d'avoir cette carrière d'informatique m'a permis de faire le blog pour notre voyage de manière assez simple. J'ai pris l'outil, j'ai mis les mains dans le code pour modifier pour que ça corresponde à ce que nous avions envie pour notre blog. Et voilà, on a un blog qui nous ressemble et on est heureux. Alors, un blog qui démarre. Un blog qui démarre, oui. Un blog qui démarre, je vous mets le lien en dessous dans la description. Vous pourrez suivre l'aventure de Patrick, voir comment ça se passe en Amérique du Sud. Avec plaisir. Ça va être sympa. Tu comptes pas faire de code pendant que tu vas te déplacer?
Un tout petit peu. Un tout petit peu de code, ça sera pour la partie itinéraire, en fait, pour ne pas utiliser les choses toutes simples de tracer sur Google Maps. Je vais mettre les mains dans le code pour mettre moi-même les points d'itinéraire par où on passe. D'accord, ok, tu vas. Et voilà, et modifier les couleurs pour pouvoir dire ça c'est un trajet en bus, ça c'est un trajet en voiture. Mais Pour les gens qui vont te suivre. pour les gens qui vont me suivre, ils sauront quel type de D'accord. transport j'ai utilisé. D'accord, ah, super intéressant. Donc voilà, tu peux nous donner le nom de ton blog? Blondinette en voyage. Blondinette en voyage. Eh oui. D'accord. Il y a beaucoup de blonds dans ma famille, donc. D'accord. Pas que la bière. Et pas que la bière, non. Même si là-bas je ne trouverai effectivement que ça. C'est pas des pays à bière brune, mais bon. Petit parallèle par rapport à ton arrivée en France, tu as fait les sociétés, etc. Mais est-ce que tu avais l'équivalent d'un bac plus 3 là-bas? Oui, tout à fait. Et je sais par expérience, on va dire, que tu as fait des petites évolutions en France. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben oui. Quand, durant ma première société, donc avec Nico, je commençais déjà à regarder, tiens, et si je veux changer de métier, enfin changer de société, comment je dois faire? Je me suis rendu compte qu'en France, le mot ingénieur était très important et que beaucoup de sociétés, L'image. voilà, C'est lié à l'image, ouais. l'image de l'ingénieur, et donc beaucoup de sociétés ne reprenaient même pas mon CV parce qu'il était marqué que j'avais un bac plus 3 en informatique, en plus dans un autre pays. Donc, voilà. Et sous les conseils de Nico, parce que là-dessus c'est Nico qui m'a donné la première fois la piste, j'ai repris des cours du soir au CNAM pour monter mon bac plus 3 au niveau bac plus 5 ingénieur en informatique. Et donc ça m'a coûté 4 ans. 4 ans où mes soirées, je les ai passées 2 à 3 soirs semaine en cours pour acquérir ce qui manquait dans ma formation pour atteindre ce titre d'ingénieur. Après, donc ça m'amène, j'avais déjà changé de société, j'étais déjà dans la deuxième société qu'on a fait ensemble, et ils m'ont permis de suivre ce qu'on appelle un fonds GESIF. C'est pas un produit détergent? Non, ce n'est pas un produit détergent, c'est un financement de l'État où l'État paye ma société pour que ma société me laisse faire un stage. Et donc j'ai été faire un stage à l'université de Grenoble et ça m'a permis d'obtenir ce titre d'ingénieur, ce qui m'a permis de rentrer dans la société dans laquelle je suis et dans laquelle je suis très heureux. Et donc les efforts ont payé, je suis bien content d'avoir suivi ces études parce que ça m'a permis de m'ouvrir à toutes sortes de choses. Donc tu travaillais la journée dans ton job et tu faisais les cours le soir. Je faisais des cours du soir, tout à fait. Et donc là, c'est-à-dire qu'il y a des gens, j'essaie de voir la vision, il y a des gens qui en Belgique te regardaient en se disant, bah lui, il est sur Internet la journée, il fait pas son travail. Et c'est cette même personne qui travaillait le jour, travaillait la nuit et travaillait les week-ends pendant 4 ans pour arriver à monter, juste pour un problème d'image, de niveau de diplôme, de grille salariale, etc. Tout à fait. Pendant 4 ans. C'est la même personne, voilà. Tout à fait. Je le dis parce que c'est... méfiez-vous des gens qui donnent l'impression de ne pas travailler. On peut tous travailler de manière différente et l'important, c'est les résultats. Ça, je dis ça, j'ai eu des expériences un petit peu similaires, voilà, c'est pour ça. Et ben disons, c'est un beau parcours. Je me souviens du moment où on parlait du CNAM parce que c'était... il y avait un open space, il y avait une grande barrière, une sorte de mur bruit comme ça, ton bureau était derrière. Et on discutait comme ça, et je crois qu'on avait passé une demi-heure ou 3/4 d'heure à discuter comme ça, c'était top. Et au final, avec le recul, parce que c'est intéressant, tu as une philosophie au démarrage différente qui vient d'une autre façon de penser en Belgique. Je trouve professionnellement, la France, on est un petit peu différent, je trouve, dans les réflexes, tu vois, l'image aussi. Tu as l'expérience du travail en France. Est-ce que le CNAM, en cours du soir, t'a apporté des compétences vraiment transcendantes ou tu avais déjà ces compétences et ça t'a permis juste de valider un diplôme? Pour, je dirais, 90% des cours, j'avais déjà les compétences, soit de ma formation en Belgique, parce que ma formation en Belgique était très complète, notamment la comptabilité, des choses comme ça, les choses annexes au métier d'informatique que j'avais déjà eu, et donc voilà.
Il y a eu quelques spécificités françaises. Le cours de ressources humaines, ben, ce n'est pas les mêmes lois en Belgique qu'en France, donc j'ai appris des choses. Et quelques cours de maths appuyées où là, effectivement, je n'avais pas les compétences et donc celles-là, je les ai vraiment étudiées. Peut-être plus orienté pratique en Belgique et théorique en France, c'est ça? Voilà. Après, ce qu'il y avait surtout, la grosse différence entre ce que j'ai appris en Belgique et ce diplôme d'ingénieur, c'est que les cours que je voyais au CNAM étaient des cours que j'appliquais la journée à mon boulot. On avait des cours de programmation que j'appliquais déjà depuis plusieurs années dans mon boulot. Ce qui fait que ça me permettait même à des moments de même pas avoir à étudier le cours parce que c'était appliqué tous les jours. Donc voilà, par contre, je pense que ça m'a appris à avoir plus de maturité parce que ça demandait des efforts et tout effort amène justement plus de maturité face au code, à mon travail. Et si aujourd'hui tu pouvais ouvrir la porte là et discuter avec le petit Patrick qui avait 7 ans et qui voyait sa grenouille, tu lui dirais quoi? Très bien, continue comme ça, tu as réussi. Et ce que je lui dirais, c'est confiance en tes intuitions et saisir toutes les opportunités qui passent. Parce que quand je me rends compte maintenant de la vie que j'ai, de la chance que j'ai de bientôt partir en voyage, d'avoir une maison ici, de vivre en France à la montagne alors que je vivais dans un pays tout plat où il n'y a pas moyen de faire du ski. Et je me dis que voilà, chacune des opportunités qui est passée, je les saisis avec les risques que ça comporte, mais allez, c'est pas grave, on se lance. Et maintenant, je suis heureux de ma vie, je suis vraiment bien où je suis. Et donc, quand il y a une opportunité, il faut se lancer parce que si on attend, non, mais c'est peut-être pas la meilleure des opportunités, je vais attendre la suivante et que la suivante n'arrive pas, mais on se retrouve à stagner et à passer à côté de sa vie. C'est beau. Ouais, mais je le pense. Non, mais je le sais. Et si tu devais donner un conseil, alors pas au petit Patrick, mais à quelqu'un qui est intéressé par le métier de développeur et qui veut démarrer, qui a envie de s'y mettre, ce serait quoi comme conseil? Par quoi est-ce qu'il devrait démarrer? Est-ce qu'il devrait aller en société de service, chez un client final? Voilà, des petits conseils ou peut-être des conseils de sa façon d'apprendre des sujets à titre personnel pour le loisir, je sais pas. Quelqu'un qui a envie mais qui ne sait pas comment faire. Ouais. Moi, je pense que faut pas commencer chez un client final. Une société de service, il faut que ça soit une société de service qui soit assez ouverte pour accueillir des personnes plus débutantes. Il y a deux types de sociétés de service. Il y en a celles qui sont élitistes et qui veulent réellement la pointe du progrès. Et puis il y a celles qui ouvrent la porte en disant bah, tu apprendras au fur et à mesure. Et même chose sur les startups. De commencer dans une startup. Si c'est une startup bienveillante, elle va permettre d'évoluer et justement de bien faire progresser. Si c'est une startup qui est dans la recherche du profit immédiat, vous allez vous faire épuiser à vous faire marcher dessus. Je pense qu'il y a aussi, il vaut mieux apprendre un premier langage à fond parce qu'après, passer à tous les autres, c'est facile. Ouais. Que se dire, je vais prendre un petit peu de PHP, un petit peu de C#, un petit peu de Java, un petit peu de JavaScript parce que le marché reflète qu'ils ont besoin d'à peu près tous ces langages-là. Et d'être débutant en tout, finalement, ça n'apporte rien. Il vaut mieux avoir un langage sur lequel on a appris, on s'est fait les dents, et puis après, passer de l'un à l'autre. Actuellement, j'ai fait du Java, du PLSQL, du C#, du JavaScript, du PHP. Je passe de l'un à l'autre et j'ai peu de coups de montée en compétences parce que mon langage initial, qui était le Pascal, qui est un langage qu'on n'apprend plus, je le connais sur le bout des doigts et donc ça m'a permis de facilement passer de l'un à l'autre. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'était un bon moment. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, un sujet que tu voudrais aborder, ou on a fait le tour un petit peu? Oui, qu'est-ce que tu voudrais comme bière maintenant? Voilà, donc les amis, on va vous laisser parce que les verres sont vides. Alors ça veut dire que c'est l'heure. Hein. On n'a pas de montre, mais on a des verres. Ça fait écho ce que tu disais sur le conseil de se focaliser sur un langage. J'en parle dans le guide que vous pouvez retrouver dans la description sur une expérience que j'ai eue avec les calculatrices au lycée, vous verrez. Et c'était le même conseil. Donc c'est bien, ça veut dire que j'ai pas dit de conneries. Ou bien qu'on a les mêmes conneries.
Donc, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse faire les petits pouces. Voilà, ça m'aide et puis c'est sympa, ça me fait du bien. Enfin, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Vous pouvez aller sur le blog coderpourchangerdevie.com et puis également télécharger mon guide, c'est gratuit, alors n'hésitez pas. Guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes. Voilà, merci Patrick. Avec plaisir, Nico. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao! Ciao!